Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver en ce dimanche 9 juin 2019. Vous savez que les chrétiens se rappellent de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Bonne fête de Pentecôte à chacun et à tous. Et nous sommes très heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de votre émission Le Décryptage sur E-Télé et sur nos radios partenaires. Vous savez, Océan FM, Urban FM de Parakou également. Le 6 juin 2019, Joseph Diogbenou et les autres sages de la Cour constitutionnelle bouclaient un an. 420 décisions, dont 390 décisions DCC et 30 décisions dans le cadre des élections. Que retenir des réformes également fondamentalement? Nous en parlerons avec notre consultant politique à E-Télé. Le 15 juin 2019, par ailleurs, les professionnels des médias du Bénin seront appelés à désigner les trois représentants devant siéger à la prochaine mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Quels sont les enjeux? Nous en parlerons avec quelqu'un qui connaît bien la Maison RAC, puisqu'il a été conseiller dans cette structure, dans cette institution de régulation des médias. Précisément, c'était donc la troisième mandature. Je le retrouve avec tout un plaisir. Agapit Napoléon Maforican, bonjour. Bonjour Miad, bonjour à nos téléspectateurs, le plaisir partagé. Tu as eu de bons moments de repos. Tout à fait. Voilà. Puisque nous décryptons l'actualité avant de rentrer dans le vif de ce que j'avais annoncé, véritablement, vous avez l'actualité, c'est Nicéphore Soglo qui était au commissariat de police. On l'a écouté. Qu'est-ce que cela suscite en vous? Enfin, si vous dites qu'il est au commissariat de police, c'est comme s'il avait été interpellé. Il est parti volontairement se plaindre. Enfin, il a fait éruption. En d'autres termes, il a fait éruption dans les locaux de la police républicaine pour dire son mécontentement par rapport à une situation qui lui déplaît. Pour l'analyste, c'est surréaliste. C'est suffisamment surréaliste parce que dans une démocratie, il y a les voies de recours. Et ces voies de recours n'existent pas en tant qu'ancien président. C'est le citoyen. Donc c'est surréaliste parce qu'il n'y a que sous monsieur que ça peut se faire comme ça. Et si vous ne savez pas faire, on va encore dire qu'il y a outrage, ou bien il y a violence, il y a autre chose. Donc bon, vous voyez, autant les gens attaquent la démocratie en l'attaquant de tropical, mais autant s'il n'y a pas ce brin de tropicalité ou de tropicalisme, en tout cas de tout ce que l'on veut, s'il n'y a pas ce brin, on ne peut pas admettre qu'un citoyen, quel qu'il soit, ancien président, débarque dans un lieu aussi d'une institution comme la police pour se faire entendre de manière bruyante. En fait d'injonction ou d'invective. Ça fait bizarre. Mais bon, c'est la démocratie béninoise, c'est peut-être mieux. Ainsi, que tout le monde, même les chercheurs, avisent sur la question en tenant compte de la qualité des personnes en présence et non en tenant compte de la science. Et c'est ça qui est surréaliste dans tout ça. Très bien. Quand on parle de Nicéphore Dieudonné Soglo, on parle, ils sont presque devenus des jumeaux. Pas si à moi. Enfin, ils sont presque des jumeaux. Ouais. Enfin, vous les avez jumelés. On pourrait le dire ici. Boniyaï, qui devrait être écouté par le juge, véritablement. Cette actualité aussi, c'est vrai, nous en parlerons pas de façon amplement, mais cela aussi, ça relève de l'actualité au Bénin. Oui, écoutez, la justice c'est une institution, elle est dans sa procédure, et personnellement, j'ai rien à dire, nous sommes tous les justiciables. Par le passé, le Nicéphore Soglo est fraîchement débarqué du pouvoir en 1996, avait été écouté au tribunal de première instance de Cotonou, dans le cas des véhicules entreposés sur un terrain vide dans sa maison. Ça a fait couler d'encre. Mais bon, ça a été fait. Donc, écouter une ancienne, une autorité, un ancien président de la République, mais rien d'extraordinaire. Bolivia lui-même s'est fait écouter dans l'affaire d'empoisonnement, quand il était au pouvoir, et le juge était allé l'écouter dans son bureau. Alors donc, s'il a pu être écouté, alors qu'il était encore au pouvoir, ce n'est pas maintenant qu'il n'est pas au pouvoir qu'on ne peut pas l'écouter. Il n'est plus protégé par l'unité de charge. Il est un citoyen comme vous et moi, et même s'il est un citoyen particulier, mais il est autant justiciable que vous et moi. Donc
pour moi, c'est circulant RS. Circulant, effectivement, et on espère qu'il se portera mieux bientôt et que la procédure reprendra son cours. C'est la justice, le juge utile. Très bien. L'ancien président de l'Assemblée nationale, pendant qu'il était encore aux affaires, il a été écouté aussi à son domicile. Voilà, Agapit Napoléon Maforican, vous savez... Même un procureur général a été emprisonné, écouté, écroué, inculpé, je sais pas quoi. Le procureur Amoussou, Constant, il est resté longtemps en détention préventive dans le dossier ICC. Donc je peux dire que, bon, écoutez, c'est la justice qui fonctionne. C'est une institution qui a ses règles, qui a ses procédures. Voilà. Donc, très bien. Le 6 juin 2019, Joseph Garbonou et les autres sages bouclaient 1 an. Et nous avons parlé un peu de ces décisions rendues, 420 décisions au total, des réformes, l'audition publique, un certain nombre de choses, la mise en état. On s'est habitué à ce vocabulaire désormais aussi. Qu'est-ce que vous retenez fondamentalement? La célérité, le sérieux et l'animation. Je pense que la Cour constitutionnelle, mandature sous la houlette du professeur Garbonou, nous donne un visage plus humain de cette institution, un visage plus moderne, un visage dépoussiéré. Et de ces présumés ou prétendus sages qui s'enfermaient, sortaient des décisions dont personne ne peut connaître un peu la motivation réelle, on ne sait pas dans quelle mesure, dans quelles conditions. Non, tout ça a été fait. Là, aujourd'hui, je pense qu'il a toutes les parties. Vous voyez, les gens sont heureux d'aller les mises en état. Ils sont heureux d'aller faire écouter leur cause, d'aller plaider, d'aller se défendre par rapport à se faire assister aussi. Oui, justement. Et puis ça, quelque part, c'est du job pour les avocats, entre autres. C'est des affaires. Ils sont bien occupés. Mais ils sont très bien occupés parce que quand vous les écoutez, mais ils éclairent la lanterne. Ils apportent des éléments d'appréciation. Ils apportent des éclairages. Ils apportent des lumières qui tout au moins éclairent la lanterne des néophytes, des novices. Des gens qui ne connaissent pas trop le secteur. Donc, c'est déjà ça. Je pense que en un an, le professeur Garbonou et les siens, donc les membres de cette mandature, apportent quelque chose de neuf, d'utile, de brillant et d'efficace, comme je vous l'ai dit, à l'action du contrôle de constitutionnalité et donc à l'action du juge de contrôle de constitutionnalité. Joseph Garbonou, ancien avocat de Patrice Talon, ancien ministre de la Justice, quand on l'a vu à la tête de la Cour constitutionnelle, on se disait que c'est une cour d'emblée favorable au pouvoir en place. Oui, c'est pas la première fois que les gens étiquettent ou stigmatisent cette type d'institution. Parce que le verre lui-même est dans le fruit. Et ça ne manque pas de faire jaser. Que là aux États-Unis, présentement, où la Cour suprême est favorable aux républicains, parce que c'est un nombre, c'est 5, et ils sont inamovibles, et ils sont désignés, donc à vie. Et donc, lorsque l'un décède dans le mandat de l'autre, et que le Congrès est favorable au mandat, au président, le juge qui est là-bas est de la couleur de l'exécutif. Et c'est beaucoup dire parce que c'est la Cour suprême américaine, c'est la Cour constitutionnelle, c'est tout réuni. Donc, quand on va en France, c'est la même chose. Hein? Les désignations se font par structure du Sénat, le président de la République. Et aujourd'hui, vous constatez que c'est Laurent Fabius, désigné par François Hollande, qui siège. Donc, c'est pour dire quoi? Mais lorsque la démocratie est en marche, avec ses propres structures, on demande de voir où est le problème. C'est comme en France, lorsque le chef de l'État dispose de la majorité au Parlement, le dispose au Sénat, par le jeu des élections, et au gouvernement, on dit, mais comment les pouvoirs sont concentrés dans les mains de l'exécutif. Mais c'est ça la règle qui est établie. C'est l'exécutif n'a pas usurpé ses pouvoirs. C'est le jeu des institutions, c'est l'électeur, c'est la République, c'est les règles de la République, c'est les lois de la République qui ont amené à cela. Si on n'a pas voulu que cela arrive, qu'on en arrive là, on n'aurait pas dû. Dans le Bénin, la Cour constitutionnelle est composée de 7 personnes, 7 membres. Donc 3 désignés par le président de la République et 4 par le bureau de l'Assemblée nationale. Parmi les 3 du président de la République, il y a un magistrat, un juriste de haut niveau et une personnalité.
plusieurs décisions de la Cour constitutionnelle ont défini ce qu'on fait attendre par personnalité ou jury de haut niveau. À l'Assemblée nationale, c'est 4 personnes qui donnent. Le bureau de l'Assemblée nationale doit désigner 4 personnes. Alors, lorsque le constituant a prévu ça comme ça, mais on n'est pas le pays où la démocratie est née. Mais on doit savoir qu'il y aura des moments où le chef de l'État dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale qui constitue le bureau de l'Assemblée nationale et donc peut participer peu ou prou, ou en tout cas de manière directe ou indirecte, à la désignation des 4 du bureau de l'Assemblée nationale. Dès lors, il n'a pas de raison qu'on puisse stigmatiser quelqu'un. Le procès de Djokovic n'a pas été proposé par le président Talon. Le procès de Djokovic est venu par le bureau de l'Assemblée nationale. C'est un juriste de haut niveau, c'est un professeur agrégé, il est agrégé. Il n'est peut-être pas encore titulaire. Vous êtes déjà au sommet, vous êtes juriste de haut niveau, je vais même dire de très haut niveau. Donc, lui, il est à ce niveau. Certains avaient bien voulu Agapit Napoléon Maphorika, un constitutionnaliste, à la tête de... Ça, c'est le débat. On peut revenir là-dessus. Le débat n'est pas si faux que... Enfin, le débat n'est pas à évacuer totalement. Totalement, on peut revenir là-dessus, mais reste un peu dans le schéma. C'est-à-dire, dans le cas de... On parle de son avocat, son ancien ministre des Finances, de la Justice. C'est un faux truc parce que la Constitution, la loi organique, le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, les autres lois aux décisions de la Cour constitutionnelle n'ont pas empêché que votre fils y siège, que le fils du président y siège, que son épouse y siège, que son beau-frère y siège. Donc, que son avocat, qui est un avocat, un prestataire de service. Donc, s'il estime que son avocat peut faire l'affaire, quel est le problème? Donc, oui, c'est-à-dire, il faut que la démocratie, qu'on cesse d'être une sorte de parloir, où c'est comme si un peu une sorte d'agora d'une certaine aristocratie oisive qui passe son temps à gesticuler. C'est pas que ça. On va on doit céder cette lyrique totalement négative qui empêche les institutions de fonctionner. Rien n'interdit. À partir du moment où la personne est juriste de haut niveau, est personnalité, ou est magistrat, la personne peut être désignée par le président de l'Assemblée nationale, par le bureau de l'Assemblée nationale, ou par le président de la République. Et lorsque le président de la République se retrouve à avoir une majorité au bureau de l'Assemblée nationale, ce président peut avoir du jour au lendemain les 5 ou 6 membres de la Cour constitutionnelle qui lui soient proches. Cela ne veut pas dire que les décisions sont inspirées de la présidence de la République. C'est des personnalités qui sont là. Mais, c'est de bonne guerre. Les décisions, si vous êtes proche du président de la République, vous comprendrez mieux sa politique, vous comprendrez mieux ses orientations lorsqu'il s'agit d'interpréter la loi. Après le moment où on laisse la latitude d'interprétation de la loi, n'est pas peu de choses. Une loi qui peut être interprétée par le magistrat ou par l'avocat, donc peut être aussi, le juge c'est qui? C'est un homme. Donc s'il est proche du pouvoir, du président de la République, qu'importe. Si la démocratie permet que ce soit ainsi, tant pis. Si on ne veut pas, on change. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de raison. En tout cas, cela n'a pas empêché les citoyens de déposer des recours. Parce mais c'est là le problème. 420 décisions. C'est ça que je dis que il faut que la démocratie cesse d'être un peu l'agora de certaines aristocraties oisives ou bavardes. Le peuple dont on parle. Mais c'est eux qui désignent, déposent les recours. Eux, ils ont confiance en leur cours. Et vous voyez comment la joie que vous lisez dans les regards quand les gens font plaider leur cause. Lors des audiences de mise en état, quand vous voyez les gens, mais l'empressement avec lequel les gens répondent aux invitations, comment tout se déroule, vous constatez que, mais il y a un engouement. Notre Cour constitutionnelle, comme je vous ai dit, a recouvert un visage plus humain. Aujourd'hui, suscite l'admiration, intéresse le peuple. Le peuple, les populations ont confiance en leur cours, la saisissent et donc écoute ces décisions. C'est eux. Donc le reste, comme je vous ai dit, c'est d'autres. C'est pas la cour, c'est pas le peuple, ça. C'est une certaine, comme je vous ai dit, élite, une certaine opinion, une certaine catégorie de population qui, gâtée par les circonstances, les milieux, les temps et les instants, en arrive à devenir gâteuse. Non, je pense que la Cour constitutionnelle fait son petit bonhomme de choix. Ça ne veut pas dire que tout ce que la Cour fait est bien. Sur les différentes mandatures, il y a plein de choses à reprocher à nos cours constitutionnels. Bien sûr, comme toute humaine.
Alors, est-ce que la Cour Diogbenou a absolument eu raison dans tout ce qu'elle a fait? Peut-être pas. Si moi j'étais membre de cette Cour, si j'avais été en mesure d'impacter, on n'aurait jamais parlé de certificat de conformité. On aurait sans doute parlé d'un papier attestant de la conformité. Ça reviendra absolument au même, ça empêcherait ceux qui parlent aujourd'hui de nouvelles pièces de le faire. Vous voyez, c'est dans la terminologie, ce n'est pas dans le concept. Moi, je ne siège pas, donc ça peut être un choix de l'institution. Et lorsqu'on le dit dehors, vous avez beau le répéter, ceux qui ne veulent pas comprendre ne comprennent jamais que ce n'est pas une pièce nouvelle, que ce n'est qu'un moyen de justifier de votre conformité à la loi, au nouveau code et à la nouvelle charte des partis politiques. Mais vous avez beau le répéter, les gens répètent mécaniquement que la Cour constitutionnelle a créé une nouvelle pièce. Donc, on n'aurait pas fallu désormais cela, attestation et de conformité, certificat de conformité. Donc c'était tout, mais quand même, comme sur 4-5 décisions prises, c'est pratiquement l'une des rares qui suscite des réactions. Après, la Cour des enfants, moi je trouve qu'elle a fait une belle première année. C'est un très beau, c'est un bon départ. Certains en veulent à la Cour parce que la Cour peut-être entériner la décision de suppression du droit de grève, la suppression d'un certain nombre, par exemple, vous en avez entendu parler? Oui, encore que on est revenu, on a aucun droit de grève n'est supprimé. Ça a été encadré, comme l'avait réclamé la Cour Olo. C'est encadré, donc le problème est réglé. L'encadrement, c'est l'encadrement, ça a été encadré, le problème est réglé. Mais quand on va plus loin, on parle de les gens lui en veulent parce qu'on a retiré le droit de grève. Je vous ai dit en 2011. En 2011, une décision qui a entériné, donc en août 2011, qu'on pourrait retirer en septembre 2011, qu'on pourrait retirer le droit de grève à un certain corps militaire paramilitaire. C'est en 2011. Et qui sont ceux qui siégeaient? Le président de la Cour constitutionnelle s'appelait à l'époque Maître Robert Dessous. Mais il n'était pas au pays, il ne siégeait pas au moment où la décision était prise. Alors qui siégeait? Siégeait le professeur Théodore Olo, et siégeait Marcelina Afouda, Marcelina Barra pour la Afouda, siégeait Yarou, Jimé Yarou, le vice-président de l'époque, et siégeait Marcelin Deboué, Bernard. Donc siégeaient les membres qu'on a retrouvés dans la 5e mandature du professeur, présidé par le professeur Théodore Olo. Et ça, curieusement, cette Cour n'a pas reconnu. C'est le même droit. Donc, la majorité de ceux qui siégeaient en 2011, siégeaient encore en 2018, quand on a dit en janvier 2018 que on retirait encore le droit, retirer le droit de grève était une violation de la Constitution. Donc, vous voyez que il y a la Cour se donne quelques libertés qui créent un peu la confusion dans les esprits. Et c'est ça qu'on, les gens regardent le revirement juridique. Exactement. Certains revirements abusifs, il y en a eu, ou certaines options discutables, notamment cette décision, je pense que c'était la 0983, par rapport à ce qu'on appelle la décision à Toyo. C'est-à-dire que c'est au moment quand la Cour constitutionnelle... Ça serait dans les années 97 C'était en 2009. En 2009. En 2009, où la Cour constitutionnelle s'est permis de connaître d'une décision de la Cour suprême, alors que les deux sont des hautes juridictions et leurs décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Mais la Cour, prenant parapluie sur son statut de couverture, donc des droits des droits humains, des droits de l'homme et des citoyens, donc a pris angle sur la protection des droits citoyens et des droits humains pour casser une décision de la Cour suprême. C'est surréaliste. Ça a été fait. Donc, à partir du moment où les cours se sont donné des libertés, comme cette décision qui crée, je pense que c'est 1104, si je ne me trompe, la décision 1104, et par rapport au contrôle de conformité de la loi référendaire, et qui crée ce qu'on appelle les options fondamentales et de la Constitution, de la Conférence nationale. Options fondamentales qui n'existent que d'esprit et qui n'ont jamais existé dans les débats et dans les annales de la Conférence nationale. Donc, il faut constater que oui, on peut retourner à cette décision 0614, si je me trompe également, donc il parlait du consensus à valeur constitutionnelle. Alors on se demande, mais finalement, la Cour
en se donnant cette liberté, n'ouvre pas la boîte à Pandore. Oui, ça a été ouvert. Ça a été ouvert si bien que on regarde le projet de Bruno et ses collègues comme ceux qui sont venus pour remettre en cause certaines décisions. Je pense que en un an, l'équipe actuelle de la 6e mandature a au moins le mérite de ramener les choses à l'endroit. Même en revenant sur certaines décisions, ils ont réussi. Regardez, il y a une décision de la Cour constitutionnelle qui systématise, qui institutionnalise le contrôle systématique de constitutionnalité des lois. Mais c'est en violation de la Constitution. Puisque il y a le contrôle a priori, il y a le contrôle a posteriori. Les saisines citoyennes, c'est dans le contrôle a posteriori. Le contrôle a priori, c'est au niveau de l'Assemblée nationale et du président de la République. Mais si on peut, si la loi Constitution même a dit que les règlements intérieurs des institutions de la République font l'objet, et les lois organiques font l'objet d'un contrôle systématique de constitutionnalité. Ça veut dire que si on parle des lois organiques, ça veut dire que ce n'est pas toutes les lois. Mais il a travaillé la Cour instituer cette affaire en prenant appui sur une certaine coutume, sur une certaine habitude. Non, c'est pas possible. Donc la Cour, le professeur Diomono et ses collègues ont ramené les effets à l'endroit. On est revenu à la normale. On a laissé la latitude au chef de l'État et à l'Assemblée, au membre de l'Assemblée nationale, au président de l'Assemblée nationale. En tout cas, à ceux qui peuvent le faire, de le faire. Donc ce n'est plus un contrôle obligatoire quand c'est les lois simples, les lois ordinaires. Donc c'est au niveau de la loi organique et des règlements intérieurs que le contrôle est systématique. Donc voilà un peu les libertés que les cours ont prises et qui ont dû rejaillir sur la cour du procès. Vous parlez de liberté, mais vous parlez également d'enfermement. Mais est-ce que la proximité des citoyens avec les membres, les sages de la Cour constitutionnelle, cela ne vient pas parce que pour certains, ça désacralise l'institution, la haute juridiction. Par exemple, quand il s'agit de la mise en état, vous voyez que avant nous étions habitués à ce que nous nous asseyons dans nos salons, au niveau de nos salons, et nous suivons les décisions de la Cour. Toute juridiction qui n'est pas proche des justiciables n'est pas démocratique. C'est comme un couvent où ça se déroule entre initiés. On peut le faire, mais on peut ouvrir encore une partie. Les délibérations ne sont pas publiques. Si les délibérations ne sont pas publiques, où est le problème? Le fait que chaque partie aille jouer sa partition, aille défendre son cas, en quoi il y a un problème de familiarité? Nous abordons maintenant notre deuxième sujet, Agapita Napoléon Maforican. Le deuxième sujet, cela concerne l'élection des représentants de la presse au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Vous êtes ancien conseiller donc de la 3e mandature de la HAC. Nous allons en parler avec vous. Le verdict très attendu au niveau de la Cour constitutionnelle a été rendu vendredi dernier. Cela concerne des recours formés par un certain nombre de journalistes à l'encontre d'un certain nombre de candidats. Est-ce que c'est la première fois que cela arrive quand il s'agit de désigner les représentants de la presse à la HAC? Non, pas du tout. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Je dois avouer que la désignation lors de la première mandature déjà a fait l'objet de recours. En 1994, ça fait l'objet de recours. Et c'était contre le statut de certains qui ne devraient pas voter parce qu'on estimait qu'ils n'étaient pas journalistes. Cela permet à la Cour donc de sortir une décision. Elle a rappelé donc les lois françaises et comment elles ont été transposées dans la législation béninoise et donc avec la définition de journaliste de l'époque, ce qui excluait ceux qui venaient de l'université, notamment ceux qui exerçaient dans le journal des étudiants Le Héros à l'époque, qui ne tiraient pas l'essentiel, ou comme le Révélateur, je le disais, le journal des étudiants, donc qui ne faisaient pas de l'essentiel de leurs revenus. Qui ne faisaient pas donc de la collecte, du traitement, de la diffusion de l'information, l'essentiel de leurs revenus. Donc c'était globalement cela. Et donc
Ce qui a permis donc de clarifier au moins ce secteur. Déjà, donc, ça peut vous dire que c'est pas la première fois que la désignation des membres de la haute autorité de la communication par la profession suscite des recours. Même la désignation par l'Assemblée nationale a fait l'objet de recours, notamment lorsque M. René Agossa a été désigné en qualité de personnalité. Je pense qu'il a été attaqué devant la Cour constitutionnelle et il y a eu une décision qui est sortie à ce sujet. Donc, c'est pas la première fois. Voilà. Vous avez été chanceux, vous, parce que votre mandature... Je pense même, je me rappelle encore que même au niveau de la première mandature, des personnalités avaient été désignées sous peut-être de communicateurs. Parce qu'on avait dit personnalité, je pense que la troisième personne qui devait être communicateur, c'était ouvert, c'était un peu trop ouvert, et on avait désigné des hommes politiques à l'époque, et il y a eu une décision, il y a eu une loi organique modificative de la loi 92-0 et 21 ou 1992 portant loi organique de la haute autorité de la communication. Donc il y a eu un amendement à la loi organique 92-0-21. En 93, il y a eu un amendement à la loi de 92. Et c'est ça qui a permis la désignation des conseillers en 1994. Donc déjà, en 93, il y avait déjà des premiers recours. Je pense que c'était le Haut Conseil de la République à l'époque qui faisait office du Parlement de Cour conseiller de transition qui a tranché le sujet à l'époque, si je ne me trompe. Et donc, en 1994, lorsqu'il a essayé de désigner à nouveau, après la loi modificative d'amendement, la loi de 92-021, il y a eu encore des recours. Alors, plus récent, dans le cadre du modèle, en tenant compte du modèle actuel de désignation, c'est-à-dire le mode actuel, la mise en place par l'Assemblée spéciale d'une commission électorale autonome, en 2009, à la fin de la troisième mandature à laquelle j'appartenais, et dans le cadre du renouvellement, donc pour la mise en place de la quatrième mandature, il y a eu également des recours. Il y a des recours dont la Cour actuelle, dont la sixième mandature de la Cour constitutionnelle. La Cour, donc la décision du vendredi 7. Donc, sur la base de laquelle la Cour a fondé sa décision en évoquant l'autorité de la chose jugée et lié donc au statut du journalisme, si je ne me trompe. Tout à fait. Au statut de journalisme. Donc voilà, donc c'était déjà à travers une décision de 9 mai, une décision de mai 2009. Décision 0962 ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Donc voilà, donc c'était déjà ça. Parce que l'on se demandait, ou certains, les requérants se demandaient, est-ce qu'un monteur est journaliste? Est-ce tant est journaliste? Donc la Cour a quand même clarifié. Oui, mais au fait, je trouve que les requérants ont fait preuve d'une grande paresse, ou alors ils n'ont pas voulu, ils ne sont pas faire. Soit le journaliste, et surtout lorsqu'on aspire à cette fonction de conseiller à la HAC, on doit maîtriser le minimum. Si vous vous embrouillez sur le statut de journaliste, au point de penser que quelqu'un qui fait la mise en page, ou quelqu'un qui contribue à l'activité audiovisuelle, les médias audiovisuels, ce qu'on appelle le montage audiovisuel, vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, nous formons dans les établissements les GRI, les journalistes reporters d'images. Il y a les formats, ils sont statuts donc de journalistes, ils sont statuts de cadreurs et ils ont statut de monteur. Tout à fait. Ils font le montage audiovisuel. Donc on ne peut pas penser qu'un monteur audiovisuel n'est pas journaliste. Ce n'est pas des techniciens audiovisuels que nous formons. Il y a une filière technicien audiovisuel qui est différente de GRI. Mais le GRI, il doit maîtriser ces trois composantes. Donc, celui qui fait le montage audiovisuel, il est GRI. Il est formé, il doit pouvoir être journaliste également. Dans le cadre donc de la filière actuelle autorisée dans les établissements scolaires et qui font l'objet donc d'examen national. Dès lors, et quand vous regardez la loi 2015 et 07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information de la communication, en cet article 21-22, qui clarifie le statut de journaliste. Vous allez voir, si le technicien PAO, c'est-à-dire publication assistée par ordinateur, peut être assimilé au journaliste, si le sténographe peut être assimilé au journaliste,
c'est le dactylographe, sténographe, le journaliste. Ce n'est pas le monteur audiovisuel. Qui ne sera pas tout de même. Donc, là, c'est un cas, le correcteur de presse est assimilé au journaliste, déjà, dans les anciennes lois. Ici, celui qui fait le montage audiovisuel, il traite l'information. Il fait le traitement de l'information en vue de sa diffusion, de sa publication. Donc, je ne vois pas où est le problème à ce niveau-là. Et je trouve que ce n'est pas sain. C'est malsain. C'est malsain. Et quand les gens sont de la même maison, qu'on jette l'opprobre sur quelqu'un, je ne prends pas absolument parti. Est-ce que ce n'est pas de bonne guerre? Non, ce n'est pas de bonne guerre. En la matière, on doit savoir être faire. On doit savoir être faire parce que ce n'est pas de bonne guerre. De bonne guerre, on ne peut pas mettre du doute sur le statut. Quand même, les textes, on est ensemble depuis des années. Un confrère qui est resté pendant 10 ans, 12 ans, 15 ans dans sa profession, il faut dire que vous ne le reconnaissez pas. Bon. Est-ce que le débat était tranché? À quoi renvoyer? Ça veut dire qu'on a fait plus de paresse. On aurait dû lire la décision de 2009. Lorsque le doute s'est installé, on aurait dû lire cette décision de 2009. Pourquoi on ne l'a pas lu? Alors qu'on aspire à une fonction. Alors qu'on aspire à une fonction. Où on est censé connaître les lois de la profession. Parce que là, on est en train de parler de l'institution de régulation. Absolument, on doit connaître les lois qui régissent la profession. Alors, donc, si déjà, on n'arrive pas à avoir le réflexe de lire les anciennes décisions de la Cour concernant ce statut, ça pose un problème. Ça pose un gros problème d'aptitude. Je ne vais pas aller plus loin, mais ça pose un gros problème d'aptitude. Et je pense qu'il est important qu'on se ressaisisse en la matière. Je pense que la Cour, globalement, a dit du droit. Je dis globalement, parce que bon, c'est complexe cette affaire. Et on n'aurait pas dû s'y retrouver. Très bien. Aujourd'hui, on pourrait, avant de poursuivre, Agapit Napoléon Mafori, quand vous savez que c'est important de le savoir, 3 représentants de la presse vont siéger dans la prochaine mandature de l'institution de régulation des médias au Bénin. Mais on pourrait se demander que peuvent 3 représentants de la presse dans une institution où la majorité émane de l'Assemblée nationale, de l'exécutif. Non. Poser la question de cette manière, tout de go, ne permet pas de comprendre un peu les enjeux de ces élections. La loi organique précise que la haute autorité de l'audiovisuel de la communication est composée de 9 membres, dont 3 désignés par le président de la République, 3 par le bureau de l'Assemblée nationale, 2 techniciens et 3 par les professionnels concernés, dont 2, un de la presse écrite, un de l'audiovisuel et un technicien, un ingénieur de télécommunications. Déjà, même la question du technicien de la télécommunication a fait l'objet d'une décision devant la Cour constitutionnelle. Je pense que c'était en 2004. Par rapport à la désignation de technicien, déjà, en 2004 déjà, il me semble que ça fait l'objet d'une saisine de la Cour constitutionnelle, parce que les gens de l'OPT, les techniciens, les ingénieurs techniciens de l'Office de poste et télécommunications estimaient qu'ils étaient concernés. Avec le recul, je me demande pourquoi pas, puisqu'ils font la même chose, la mise en onde. Mais ici, c'est des techniciens qui concourent à l'activité de médias directement en tant qu'organe de presse. Or, à l'époque, là-bas, enfin, pas à l'époque, les ingénieurs de postes de télécommunications sont dans un autre schéma, même s'ils font les mêmes études. Donc, la Cour a tranché de cette manière-là à l'époque. Je pense que la question à se poser est de savoir aujourd'hui que vont faire les projets des médias à l'intérieur. Parce que quand j'y allais, c'est vrai, ça veut dire 15 ans. Ça veut dire 15 ans, c'était en 2004. Je pensais fortement, avec l'équipe qui m'anime, qui m'accompagnait, que nous pouvions changer quelque chose à la HAC. Que nous pouvions impacter le fonctionnement de l'institution. N'oubliez pas qu'avant moi, et quand moi je voulais, siéger à l'époque Noël Alagbada, un de nos aînés. Et avant lui, Innocent Lawson, qui était également un de nos aînés.
Donc, dans ma génération, je suis le premier, donc de la jeune génération, qui postulait. Et avec l'avènement de la presse privée, 90-92, nous avons été des précurseurs de la nouvelle presse, écrite, notamment moderne, enfin, du temps d'après la conférence nationale, la presse plurielle, presse écrite notamment en ce qui nous concerne. Donc, on pensait qu'il y a des tares que nous reprochions, il y a des parties que nous reprochions, il y a une sorte de sclérose, il y a une absence de vision. Hein? Il y a une sorte de léthargie que nous reprochions à des aînés qui nous ont conduit à la conférence nationale, aux États généraux de la presse de 2002, et au sorti duquel j'ai été d'abord président du comité préparatoire, ensuite président du comité, président du présidium, président du comité de suivi, de tout ça. À l'époque, j'étais président de l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin. Donc, en ce niveau, donc j'ai regroupé pour qu'on aille aux États généraux. On a fait le présidium, le comité préparatoire que j'ai présidé, le présidium que j'ai présidé, et le comité de suivi chargé de mettre en œuvre les 16 chantiers des États généraux. Et parmi les 16 chantiers, il fallait fusionner les unions professionnelles. On en avait une dizaine au niveau des professionnels des médias du Bénin qui se chamaillaient. On avait 5 ou 6 au niveau des patronats qui se chamaillaient également. Cacophonie totale. Il fallait les regrouper. On a réalisé nos unions. Nos fusions, c'est pas ce que s'est passé quand je vois les partis politiques. On voit les partis politiques parler quand on a parlé de fusion, de blocs, ça nous a fait rire parce que nous, on a déjà fait nos blocs depuis 2003-2004. À la veille de mon départ à l'ARAC, j'ai installé les 2 unions. J'ai installé l'UPMB, j'ai installé le CNPA Bénin. On les a créés à la sueur du front avec un processus très poussif, pas facile du tout. Et les séquelles se poursuivent encore aujourd'hui parce qu'il y en a qui n'ont pas voulu jouer le jeu et qui ont tout fait pour bloquer l'appareil. Quand vous avez vu le comportement de certains acteurs, vous vous rendez compte. Donc, en allant à l'ARAC, c'était de poursuivre un peu les changements que nous avons commencé par induire au niveau de la profession avec les États généraux. Mais arrivé là-bas très tôt, j'ai constaté vous avez compris que c'est pas si facile que ça. Parce que c'est tellement simple. Vous êtes 3. Et vous les 3 déjà, vous êtes déjà. Regardez quand l'un refuse à l'autre, d'où du statut de l'autre, ou au niveau des présidents des fêtiers, quand ils ne s'entendent déjà pas. Et vous êtes déjà divisé. Vous débarquez là-bas. Divisé. Et vous avez 6 venus des chapelles politiques. Il y a beau avoir parmi eux des confrères. Mais ils viennent des chapelles politiques. Quand les chapelles leur disent que vous regroupez, vous prenez tel vice-président, ils le prendront. Et donc, vous n'avez pas prise sur l'affaire. Autant la première, la deuxième et la troisième mandature ont eu comme vice-président un professionnel élu. La quatrième l'a eu également. La cinquième l'a eu aussi. Mais ce n'est pas dans les mêmes conditions. Quand vous regardez les 2 premières mandatures, c'est différent. La troisième déjà, c'est différent. La quatrième, c'était différent aussi. La cinquième, c'était encore différent. Vous les regardez, ce n'est pas les mêmes types d'élections, même si c'est des professionnels qui étaient toujours élus. Même si on a semblé voir une sorte d'alternative presse écrite, audiovisuelle. Oui. On a eu audiovisuel en 94-99 avec Sébastien Abota. On a eu presse écrite en 99-2004 avec Noël Alagbada. On a eu audiovisuel 2004 et 2009 avec Feu Clément Renaudin et après Bensel Kouagou, Feu les 2. Et on a eu presse écrite 2009-2014 avec Edouard Loco. Et après, on a eu audiovisuel, donc depuis Suleiman Achanti. Donc, on peut dire qu'il y a une sorte d'alternance de fait. Alors, donc, mais malgré ça, c'est les politiques qui font ces jeux. C'est grâce à leur vote qu'on impacte. Quand je prends 2003, troisième mandature 2004, j'étais candidat. Comme mon aîné Feu Clément Renaudin, nous tous, on venait des élections. Nous sommes de la catégorie professionnelle des médias élus par le père, désignés par le père. Donc on ne s'est pas entendu. Donc 2 sur 3 ont été candidats. C'est les autres qui nous ont départagés. Mais quand ils vous départagent,
C'est eux qui constituent une majorité. Et quand il s'agit de mettre en place les commissions, on a repris à se chamailler. C'est encore les autres qui ont tenté de départager, quoique à un moment donné, moi je peux le dire, ça fait déjà 15 ans, quoique à un moment donné, moi j'ai haussé le ton. Parce qu'il y avait une sorte d'alliance contre nature qui se faisait à l'époque. Bref. Et donc, c'est un enjeu maintenant par rapport à ce que vous avez vécu et... Non, c'est-à-dire qu'après 5 ans, on ne peut que réfléchir sur une réflexion. On ne peut qu'être partisan d'une réflexion sur réellement la composition de la HAC et la mission de la HAC. Et curieusement, le président Talon l'a porté pendant la campagne électorale. C'est quand même bizarre. Curieusement, pendant la campagne, le candidat Talon a posé la problématique du fonctionnement qui n'est pas adapté de la HAC. D'ailleurs, revoir le nombre à 5. De la composition non adaptée de la HAC. De ce fonctionnement non adapté. Et a proposé. La HAC, c'est la seule institution, par exemple. La seule, l'unique, dont le mandat n'est pas renouvelable. Mais pourquoi? Pourquoi le mandat n'est pas renouvelable? Alors, déjà ça, on ne comprend pas. Pas parce qu'on tient à renouveler, mais le principe. Il faut bien qu'on comprenne. La mission de la HAC n'est quand même pas aussi stratégique que celle de la Cour constitutionnelle. Même si la liberté de presse est un enjeu important. Mais plus, quand vous finissez votre mandat, vous avez l'impression que c'est les autres qui imposent. Et quand ils ne comprennent pas du tout, alors vous êtes empêtré. Et j'ai eu la malchance d'appartenir à une mandature où il fallait tout expliquer à tous. Au président, qui était promoteur de radio, paix à son âme, pour le président Lisato, paix à son âme, encore une fois, qui faisait de radio, mais qui ne maîtrisait pas les enjeux, surtout les petits conflits internes, les problèmes au sein de la profession, les tenants, les aboutissants des changements, ceux qui ne veulent pas du changement. Ils ne connaissaient pas ces enjeux. Et nous qui venons de la profession, nous portions des visions différentes des enjeux. Autant nous étions allés aux États généraux de 2002 ensemble, autant l'élection a créé des frictions que à l'intérieur, qui se sont déportés vers l'intérieur. Et donc, c'est les autres qui décidaient, menaient le jeu. Et quand vous n'êtes pas soutenu, il n'y a pas votre propre milieu. Plein d'initiatives sont bloquées. Et les autres, c'est eux qui vous disent, mais non, la presse est comme ça, vous ne devez pas, non, on ne doit pas. Donc, c'est eux qui vous imposent presque la lecture des choses. Mais ils ne comprennent rien de la profession. Voilà ce qui se passe. Donc, vous devez leur expliquer. Et vous regardez, parfois, dubitatif. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les choses vont changer? Non. Non, parce que, comment j'ai fini cette mandature, alors que j'ai beaucoup travaillé avec la deuxième mandature, par exemple, j'ai vu comment la deuxième mandature a fonctionné. Ça se joue aux personnalités des membres. La deuxième mandature a eu la chance, au-delà des professionnels qui étaient Alagbada, très engagé, oui. Azabouta, très engagé, Ilou Badé, très engagé, même si on ne s'entendait pas toujours avec eux. C'était 3 professionnels très engagés, très ancrés dans la lutte pour l'évolution de la profession, qui savaient aller dans le même sens. Mais à côté d'eux, il y avait quelqu'un qui, lui, n'était pas professionnel des médias, mais qui comprenait peut-être mieux que d'autres de la profession. C'est Mbolo Robon, qui a été, après, directeur de cabinet pendant 2 mandatures, et qui est aujourd'hui au Conseil national de l'éducation. Ancien député, des premières, deuxième législatures. C'est Mbolo Robon a permis, par exemple, à la deuxième mandature, vraiment d'être plus proche, alors qu'il n'était pas de la profession. Donc, la deuxième mandature, s'appuyant sur un conseiller à charge de la formation, qui c'est Mbolo Robon, avec les professeurs comme le VP que nous connaissions à Noël Alagbada, sur lequel on peut débarquer et élever la voix, gentiment, comme de bons confrères, ou bien amicalement, ou parfois même comme de bons fils à leur papa, ou bien comme de jeunes frères à leur grand frère. On arrivait à avancer. La troisième mandature, c'était pas exactement ça, parce qu'il y avait un certain nombre de personnes qui n'étaient pas totalement dans cette optique-là.
Et il y avait une sorte d'enfermement où il faut négocier, il faut expliquer. Et en face, on avait des projets des médias, la mise en place des unions qui n'a pas encore créé les symbioses nécessaires. Donc, ça n'a pas tourné comme il fallait. La quatrième a été beaucoup mieux, avec un président comme Nata, qui est un diplomate, qui connaissait un peu mieux que le président Risato ces enjeux-là. Il est un peu plus jeune, il a négocié, il a été ministre, il a été ambassadeur des affaires étrangères. Donc, il connaît un peu le champ. Et tout de même, le vice-président vice-président de l'Assemblée nationale aussi. Donc, il connaît. Et du coup, entouré, quand même, je pense que c'était la meilleure mandature, la quatrième. La meilleure parce que non seulement il y avait le vice-président Edouard Loko, qui a plané sur la profession, pratiquement, un chef au premier jour des années de la démonopolisation, enfin, de l'ouverture du secteur, ensuite président de l'ODEM, président du patronat, donc il connaît bien le secteur. Mais autour de lui, il y avait Kimba Bassegere, qui était chef de mission de président sous ma mandature. Il y avait Ahmed Akobi de la radio, qui est venu par les politiques. Il y avait Joseph Ogouchi, qui est venu par les politiques. Et il y avait Agbono, qui a été élu. Donc, en dehors des 3 élus, il y avait 3 autres. Célestin Pouvoir, notre ancien président au niveau de l'Union. Donc, juriste qui se connaît bien. Donc, en dehors des 3, il y avait 3 autres qui appuyaient. Et en dehors les 3 qui semblaient ne pas être de l'eau, vous avez quelqu'un comme Théophile Nata, qui avait tellement confiance en son bureau. Et donc, ils ont fonctionné parce que j'ai eu la chance de travailler avec eux. Et là, je les ai jalousés presque. Parce que j'estimais... C'est ce que vous attendiez. J'aurais bien aimé, mais pendant la troisième mandature. J'ai pas eu cette chance, parce que j'étais avec des conseils dont c'était pas trop le... Ils ont appris d'abord à connaître la profession. Ça a pris tellement du temps. C'est des gens de grande valeur. Vous avez Joseph Yonofon, vous avez Tasson de Gédéon, vous avez Madame Béatrice Saint-Fort de la Coussan, vous avez René Agossa, et puis vous avez qui encore donc. Vous avez des personnalités, ils s'y connaissent. Ils se connaissent dans leur secteur, ils ont du cran. Je ne vais pas vous compter. Ils ont de l'ancrage. Non, et inspirer respect partout ils sont passés. Mais une fois à la hack, ils veulent comprendre, c'est pas Jean-Jean qu'on mène. Donc il fallait leur expliquer. Pendant que la quatrième mandature avait déjà des 6 professionnels qui pouvaient se comprendre, nous on était 3 professionnels. Même si Ben Kouagou était professionnel, mais il était plutôt au ministère et il est resté tellement ministère. Avant, le ministère était attaché de près, il est resté rapidement à la radio nationale. Il ne connaît pas trop en matière d'association au niveau de la profession. Donc, pratiquement, on était 3. Et parmi les 3, on s'est chamaillé pendant 2 ans. Donc, du coup, ça n'a pas vite pris. Ça n'a pas vite pris. Alors, je raconte tout ça. Oui. Regardez la mandature actuelle. C'est le problème. Le problème est que il y a 3 professionnels qui sont venus par la profession. Et puis il y a un qui est venu par le jeu des inscriptions. Mais quand vous les regardez, il n'y a pas la symbiose tout simplement. Parce que cette division, déjà issue des élections, a joué. Donc, et que dans la mise en place de la vice-présidence, ça s'est poursuivi. Et donc le jeu des politiques a fait que, après cette mise en place de cette structure, ils n'ont pas réellement réussi l'osmose, la synergie. Nous, entre-temps, à la troisième mandature, on a fait, comme mauvaise fortune, bon cœur. On a commencé par y aller. On a eu quelques résultats probants. Ici, ça n'a pas tellement pris. Et donc, on a eu l'impression que cette mandature a fonctionné d'abord avec un président et les autres. C'est l'impression que ça a donné. Il y avait le président et il y avait les autres. Alors, avec des décisions qui sont prises après, qu'on revient, et puis après, donc, ça n'a pas été vraiment solidement montré. Donc, les années passant, on se rend compte de quoi? Que en réalité, le jeu est joué par ceux qui viennent de l'extérieur. La question est de savoir, la HAC, est-ce que ainsi, elle peut relever les gens? Exactement. C'est non. C'est non parce que la mission, elle est délicate. La HAC est chargée de la défense de la liberté de la presse et de tous les moyens de communication de masse. De respect de l'éthique et de la déontologie, voilà, en matière de la presse et de tous les moyens de communication. Donc, de respect de la liberté de la presse et de respect de l'éthique et de la déontologie
en matière de presse et de communication. C'est un truc. Donc, deux missions essentielles, la défense de la liberté de la presse et ensuite le respect de l'éthique et de la déontologie. Il faut dire que depuis 1994, la HAC a fondamentalement s'est occupé beaucoup plus du volet respect de l'éthique de la déontologie que de la défense. Comment vous voulez qu'elle défende? Pas des sanctions, des mesures conservatoires. D'autant que la HAC est une institution de l'État. C'est un pouvoir créé par la Constitution. Oui. Et quand vous demandez c'est un pouvoir par la Constitution, quand vous allez là-bas, vous pensez que vous pouvez changer, bousculer les montagnes et faire des changements, impacter quelque chose. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas impacter parce que vous avez l'État avec son appareil. Déjà un président nommé par le chef de l'État. Ensuite, des membres qui viennent des structures politiques. Vous vous rendez compte, comme je viens de le dire, que chacun a sa lecture de la presse. Et que de manière globale, même si vous arrivez à faire l'osmose, comme nous l'avions quand même fait, nous avons dans le dossier LC2, qui quittait sa fréquence pour aller sur une autre, quand on l'a ramené dans son rayon de fréquence d'émission, mais qui on a eu derrière contre nous? On a eu le président qui était contre nous, à l'époque, qui dit mais que bon voilà, on se comporte comme des hors-la-loi. Mais c'est que nous, on a fait respecter la loi. Mais Christian Laïd était son ami. Parce que le promoteur, tout de même... Christian Laïd était son ami et il a fait jouer cette amitié. Et devant des représentants des instances africaines de régulation de la communication, Mathieu Kérékou n'a pas résisté à l'envie de nous cisailler. Notre président avait l'air confus. Il n'en serait pas revenu pendant longtemps parce que lui d'un certain âge, il ne supporte pas certaines choses. Mais on n'a fait que respecter la loi. Mais on en a eu pour notre dose. Quelques temps après lui, quand le président Yaya est arrivé, on a des désignations pour l'ORTB. On a fait des trucs. Les gens n'étaient pas qualifiés pour qu'on les désigne. On n'a pas mis les noms. Mais le président Yaya a fait nommer les personnes en grand qui sont nommées sur proposition de la HAC. On n'a pas proposé. On n'a pas proposé ce que le président Yaya a nommé en disant sur proposition de la HAC. On a élevé une protestation. Le président Yaya a estimé que c'est notre président qui conduisait les choses parce que les gens, il s'est retrouvé là des gens pour le lui dire. Mais cette personne nommée est restée pendant longtemps là, 2 ans au moins, avant que finalement on ne valide. Et il est déjà DG, il est déjà sur place, contre, alors que la HAC ne l'a jamais proposé. Et le décret du a dit que c'est proposition de la HAC. Et la Cour constitutionnelle saisie a pris 2 ans pour délibérer. Et donc finalement, bon, voilà, on a lancé un nouvel appel. Alors, donc, ensuite, dans le dossier de l'agence de fréquence, on a eu Maya parti avec le président Yahi également. Parce qu'on a demandé un rapport technique qui était préalable au lancement de ce dossier de fréquence. Le rapport n'est pas arrivé. Et comme les autres mandatures ont toujours fait, on a lancé. Quand vous demandez à l'administration une pièce, et sa maîtresse qu'elle ne vous donne pas, vous l'avancez. Le silence pendant 2 mois, normalement, voit acquiescement. Il y a la pratique constante. On a continué. Et après, ouf, on sert le rapport. Parce qu'il s'est retrouvé des gens pour dire à Yahi, il faut bloquer. Il faut bloquer, ils veulent donner des fréquences à l'opposition. Il faut bloquer. Le président Yahi a bloqué. Et on a expliqué, on a tout fait, on a donné, bloqué. On n'a pas pu faire. Et la Cour qui s'est retrouvée, la Cour constitutionnelle, pour estimer que le gouvernement avait raison. C'était la Cour en dessous. La décision est là. C'est des décisions épiques. Vous les lisez, parfois c'est surréaliste. Donc, et du coup, vous êtes regardé comme une HAC rebelle. Et le budget, on vous cisaille votre budget. On ne développe plus le budget normalement. Donc, vous êtes essoré financièrement. Alors, quand nous on a été dans ces conditions, vous voulez que la mandature qui nous suive fasse ça? Mais quand Yaya a demandé, ils donnent. Quand Yaya a dit de donner 3 fréquences de télévision, ils ont donné 3 fréquences de télévision. Ils ont donné à qui le président Yaya voulait. Et aujourd'hui, il faut quand même
réconcilier, parce que réconcilier, on pourrait dire la HAC avec la population, parce qu'on estime que de même, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, après ce qu'il faut faire, c'est que quand j'écoute des gens parler, des gens qui attaquent la mandature précédente et actuelle, mais non, les gens, on a tellement l'amnésie facile. J'ai rappelé tous ces épisodes pour dire que le problème de la HAC, c'est un problème existentiel. C'est un problème existentiel fondamental. Quel HAC nous voulons? C'est au-delà, moi, les professeurs des médias qui vont là. Mais moi, j'ai toujours dit à mes amis, si vous envoyez quelqu'un là-bas, c'est que vous l'aimez. Vous lui dites vraiment, tu as fait une belle carrière, va là-bas pour faire l'exercice du pouvoir d'État. Pas autre chose. Il ne peut rien faire seul. Même à trois, ils ne peuvent rien. Parce qu'il y a quand même six autres. Ils ont d'abord 6 autres contre eux. Mais après les 6 autres, ils ont contre eux l'appareil de l'État. Le lourd appareil de l'État. Vous avez l'impression le majestueux appareil de l'État. Vous avez l'impression qu'ils en sont conscients? Non, ils sont vraiment conscients. Quand je lis les trucs, je dis, mais bon, voilà, enfin, je suis un bon doyen à la matière maintenant, quand même. Ça fait 15 ans que je suis allé. J'ai fait ma campagne il y a 15 ans. Et moi, j'ai fait ma campagne en 1 mois. Parce qu'en mai encore, on était encore à créer les unions. Donc, imaginez, et en juin, les élections ont eu lieu. Imaginez que le 11 mai, on créait encore les unions. Tout ce je ne pensais pas encore à la campagne. Mais après, ça a vite flambé. Donc, ils ne sont pas conscients. Mais il faut qu'ils en soient. Parce que les gens aujourd'hui, ils se créent plein d'associations, on soutient. Mais une fois les élections finies, ils vont disparaître. Dès que la fête du mandat va venir, ils vont dire, ah, tel n'a rien fait, ils ont trahi. Mais ils ont trahi quoi? Mais ils ne prennent aucune décision. C'est comme un député que vous avez à l'Assemblée nationale et vous dites qu'il a trahi. Un député ne trahit pas. C'est l'Assemblée nationale qui prend les décisions, ce n'est pas un député. Ils promettent par ailleurs la carte de presse pour certains qui ne... Non, mais ils se trompent. Il faut d'abord qu'ils arrivent à convaincre. Mais quand ils ont fini par convaincre, je vous ai dit, il y a le lourd appareil de l'État. Et l'État est une mastodonte. C'est un mammouth. C'est devant. Quand je parle de lourd, de l'appareil étatique, c'est un mammouth. Vous avez beau vouloir, si ce n'est pas à l'intérieur que c'est bloqué, c'est des cadres du ministère qui vont tenter de faire des leurs. Un ministre qui arrive, ne connaît pas toujours le secteur. Il va prendre le temps de comprendre. Quand vous allez expliquer, il va sembler comprendre. Vous quittez là. Nous, on a fait séminaire, lien fonctionnel entre le ministère et la HAC. On a fait tout ça. Pourtant, on nous dit que le conseiller à la HAC a rang de ministre. Oh non, ça ne veut rien dire. Ça, c'est au niveau de la prise en compte. Encore que là, quand nous on était, quand je ne vais pas revenir là-dessus, mais encore que là, nos indemnités étaient loin de parce que quand le président Yahya est venu en 2006, moi, c'est de la mandature 2004-2009, le président Yahya est venu en 2006, il a refait les salaires des ministres. Mais ça n'a pas réagi sur les membres de la HAC. Après, quand on a réclamé, on a dit non, écoutez, vous n'en avez pas droit. Je pense que le dossier est à la Cour suprême. Il y a un de nos collègues qui a poursuivi le dossier, qui a pendant à la Cour suprême. Mais quand même, on a dit non, vous n'en avez pas droit. Quoique, on l'a corrigé auprès des autres, on dit non, vous n'en avez pas droit. Donc, il y a des situations comme ça où il y a entre frustration d'une prise en charge. L'actuelle mandature a dû faire une petite grève de service pour avoir les véhicules de fonction. C'est pas possible, c'est pas normal pour une institution qui gère la liberté de la presse. C'est important. Des radios éparpillées à travers le pays. Aujourd'hui, les médias citoyens, les réseaux sociaux, c'est énorme. Et donc, du coup, la HAC est totalement en déphasage avec les réalités d'aujourd'hui. Parce qu'elle doit gérer les problèmes de moyens. D'abord, les problèmes de cohésion à l'interne. Oui. Ensuite, les problèmes de moyens, les problèmes de survie. La HAC est dépouillée. La HAC n'a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre à la HAC. La HAC n'a pas de moyens. Ils n'en ont pas. Regardez un cadre qui travaille à la HAC, vous regardez celui qui travaille à la SEC, par exemple. Mais ils ne sont pas, c'est sans commune mesure. Les gens ne veulent pas aller à la HAC. Quand j'étais là-bas, les cadres qu'on envoie disent non, on ne veut pas venir à la HAC. Il n'y a rien là. Non. Donc du coup, le peu qui est là n'est pas motivé. Parce que le budget de la HAC est dérisoire, c'est 1 milliard et quelques. Puisque vous parlez de moi. Et donc, l'Assemblée nationale a dit, recommandation, augmenter substantiellement le budget de la HAC. Jamais ça n'a augmenté. Et le pauvre milliard et quelques qui était payé à l'époque, il ne le décrète jamais entièrement. Il ne le décrète jamais entièrement. Je parle de ma mandature. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé lors des mandatures qui ont suivi. Mais l'Assemblée nationale disait augmenter substantiellement le budget de la HAC. Mais il n'augmentait pas. Sous le président. Aujourd'hui, il n'y a pas plus du monde à la HAC. Quand j'y vais, il n'y a pas de monde. Alors que
la mission devient de plus en plus difficile. Donc, on a besoin d'hommes. Donc, il faut d'abord évacuer la question existentielle. La loi organique de la HAC est désuète. On est aujourd'hui à l'heure des médias citoyens, à l'heure des GSM, à l'heure des Android, à l'heure donc du numérique. On ne peut pas continuer avec cette législation-là. La HAC n'a pas le pouvoir seul de sanctionner les dérives commises par voie électronique. On dit en collaboration avec l'ARCEP. Mais l'ARCEP est une structure du ministère en charge de la communication. La HAC est une institution de l'État. On doit pouvoir faire la séparation nette. Et là encore, en faisant la séparation nette, on doit donner les moyens. Mais quand les médias citoyens reprennent une information et la HAC n'est pas capable de gérer, mais la HAC s'en prenne aux médias classiques qui reprennent la même information. Mais il y a 2 poids 2 mesures. Il y a 2 poids 2 mesures. Parce que les rumeurs, la désinformation, l'intoxication, les propos mensongers, la diffamation, les insinuations, les injures, tout ça c'est sur les réseaux sociaux. C'est des cris d'âme ou des gens qui par-ci, parce qu'ils sont dans l'anonymat, écrivent n'importe quoi sur vous. Et personne ne leur demande des comptes si vous n'allez pas au tribunal. Donc, la HAC s'occupe des médias que classiques. Il faut donner les moyens techniques, humains et financiers à la HAC. Donc, le président Talon, curieusement, en tant que candidat, a proposé, et dans les réformes, dans l'amendement, la révision de la Constitution qui a été rejetée, on a commencé. C'était prévu, réduit. Et ça nous donnait des moyens à ceux qui sont là. Mais ça a été rejeté. On en parle. Moi, je pense que les députés qui sont là, moi, je les supplierai. La nouvelle mandature de la HAC qui va s'installer, il faut qu'elle prenne accord une analyse de l'environnement aujourd'hui, de la régulation, de la fonction, de la régulation des médias. Il faut un profond diagnostic. Il faut un profond diagnostic sur la mission même de la... sur le principe même de la régulation à l'heure du numérique et la mission que peut avoir une structure comme la HAC. Et de une mission globale. On ne peut pas la saucissonner vers d'autres structures. Donc, il faut que ce soit une mission globale et qu'on constitue un contenu, une équipe de régulation de manière cohérente où la manière de désigner est claire, les provenances sont assez variées et qu'on y envoie de ceux, effectivement, ceux qui sont... Au niveau de la Cour constitutionnelle, on parle de magistrats et juges de haut niveau. Oui. Parce qu'on parle de la régulation, on parle du contrôle de constitutionnalité. Et à la HAC, on dit juriste, personnalité. C'est pas le travail. Le juriste, son travail est technique. Son travail est technique. La HAC, si on doit faire la régulation des médias, analyser, on est dans la profession, normalement. Donc, normalement, le travail... Et certains proposent d'ailleurs que le président de la HAC soit issu de la profession. Ce qui serait quand même tout à fait normal, même si cela ne le met pas plus à la hauteur de quoi que ce soit. Mais quand même la logique qui veut que on voit les magistrats, aux juristes, dans la Cour constitutionnelle, à la Sénat, que les journalistes sont... C'est pas des nuls-là. C'est des gens qui sont diplômés. C'est des gens qui sont diplômés. C'est des gens qui ont un niveau. Il ne faut pas regarder la mamaille qui circule et qui écrit des bêtises. C'est pas ça. La profession a des cadres, a des hauts cadres, a des vrais cadres. Et donc, on ne peut pas ne continuer à remplir l'organe d'halogènes entre griffes. Mais quand même, c'est des halogènes. L'halogène, c'est étranger au corps et viennent en imposer au corps. Ça pose un gros problème. Moi, je ne parle pas du président de l'institution. Il peut venir de n'importe où. Ça m'est égal. Mais les membres de l'organe de régulation, les membres décideurs, enfin, le conseil délibérant doit être composé des différentes variantes de la profession. Aujourd'hui, la composition de la HAC est en inadéquation avec les réalités actuelles. Et les textes de la HAC sont en inadéquation avec la fonction de régulation dans laquelle nous sommes. Donc, et les moyens sont totalement en déphasage avec... Donc, les professionnels qui se débattent, s'attaquent, moi je trouve qu'ils n'ont pas compris encore. Il faut qu'ils essayent de voir les enjeux. C'est pas ce qu'ils proposent là. J'ai lu plein de choses, je dis non, c'est normal, ils en sont là. Mais une fois qu'on va finir ce processus,
il va falloir qu'une grande réflexion s'installe au niveau de la HAC elle-même. Mais au niveau de la profession maintenant, le principe même des élections, il faut l'analyser. Et donc le mode de désignation, on y reviendra dans la semaine. Voilà. Dans la semaine, le mode de désignation. Il faut bien. Parce que la Cour a quand même clarifié aussi un certain nombre de choses, soit pas tirage au sort. Oui, soit, la décision de 2009, a bien dans laquelle qui a été rappelée vendredi dernier, a rappelé le fait de désigner par la profession, désigner, peut dire coopter, élire, choisir et faire tirage au sort. Donc, il y a plusieurs manières. La question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que le mode élection que nous avons adopté depuis 1994 est le meilleur? Il faut évaluer. Il faut voir ce que ça... est-ce que la qualité de ce qu'on envoie répond aujourd'hui à l'attente par rapport à la mission? Le contexte de 1994 n'est plus le même aujourd'hui. Là, c'est une dynamique. La profession a évolué. Tout à fait. Les intrants professionnels ont beaucoup évolué. Les corps ont muté. Il y a beaucoup de nouveaux... Il faut analyser l'existant. Avec l'avènement des médias sociaux, avec l'avènement de certains nombres de choses. Avant, il fallait s'attendre, s'asseoir devant sa télé au salon. Aujourd'hui, on se déplace avec la télé ambulante. Il y a l'invasion du pays par des programmes extérieurs. Il y a la TNT. Alors, où en sommes-nous? Quelle régulation on fait? Il n'y en a pas. On a l'impression que le terrain est libéré, mais qu'il y a tellement de gesticulation qu'il faut... Donc, je pense qu'il est important d'ouvrir une bonne réflexion sur la mission de la HAC, sur la fonction de la régulation, sur la participation des professionnels des médias à cette fonction, et sur la place du journaliste, du professionnel des médias, du communicateur. Je préfère les agents de communication à la HAC, à la place de personnalités dont on ne maîtrise pas toujours les ressorts. Mais ça, c'est un débat qui est ouvert et qu'on peut faire. Donc, pour moi, il faut que, dans un cadre plus serein, qu'on finisse ces élections-ci, qu'on finisse ce processus. Il est enclenché. Normalement, dans 2 semaines, on doit connaître les 9 membres de la HAC, puisque la loi dit 1 mois à l'avance. 1 mois, c'est le 20 prochain. Nous sommes aujourd'hui 9. Nous sommes aujourd'hui 9. Donc, le jeudi 20 juin, on doit connaître les membres de la nouvelle mandature de la HAC. Normalement, bon, on peut ne pas les connaître, mais si on doit les connaître, il faut qu'on puisse finir avec ce processus, pour qu'on entre dans un nouveau, dans une réflexion en même temps, pour savoir comment faire pour les prochaines fois. Franchement, même s'il faut, pour moi personnellement, mais je dis on va y revenir. Parce qu'il faut mener une vraie réflexion pour savoir est-ce qu'il faut continuer l'élection. Dans quel cadre il faut le continuer. Il ne faut pas laisser. Apparemment, j'ai l'impression que les battants sont trop ouverts et il y a un peu trop d'agitation et de gesticulation qui ne facilite pas un débat de fond sur la question. Donc, il faut vraiment se recerner les choses pour que d'abord ceux qui y vont y aillent sereinement. Mais une fois arrivés là-bas, il faut encore qu'ils impactent la structure. Tout à fait. Voilà. Donc, la profession n'est pas la seule qui désigne. La société civile désigne des gens. Tout à fait par élection. Il faut des élections à des niveaux plus enfermés. Là, les magistrats désignent des gens. Ils ne vont pas à une élection aussi nationale, on fait campagne. Donc, je pense qu'il faut... On pourrait revoir le mode de désignation. Il faut qu'on essaye de revoir un peu, qu'on cerne un peu, qu'on essaye de refermer un peu les battants. Très bien. Et que cette agitation qu'on observe, qui n'est pas la faute des candidats, mais qui est peut-être notre faute, nous qui avons pris par là et qui peut-être on n'a pas suffisamment cerclé ou bien vu venir pour essayer que tout le monde essaye de participer à la réflexion pour que ça puisse être et mieux corrigé. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforika, ancien conseiller à la HAC, donc conseiller de la 3e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Vous êtes notre consultant politique à ETélé, consultant médias et communication par ailleurs, expert en gouvernance. Merci, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était très intéressant. J'espère que vous avez passé d'agréables moments en notre compagnie. Restez toujours fidèles au programme de ETélé.